Bonsoir, où vous êtes dans le monde. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire sur les options de politique pour l'accès et partage des avantages, l'APA, et l'information de séquençage génétique sur les ressources génétiques. Maintenant, quelques observations liminaires pour commencer la journée. Tout d'abord, Monsieur Basile Van Havre, coprésident du cadre pour l'après 2020. Deuxième observation, Monsieur David Cooper du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Donc sans plus tarder, messieurs les coprésidents, vous avez la parole. Pouvez-vous me faire signe? Est-ce que vous m'entendez et me voyez? Oui, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous accueillir à ce troisième séminaire sur l'information de séquençage numérique sur les ressources génétiques. Habituellement, je serai accompagné de mon coprésident, mais Francis doit répondre à une urgence, donc il ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Présente ses regrets. Tout d'abord, je vous remercie de votre participation qui est d'une grande importance. Il y a probablement que quelques centaines de personnes dans le monde qui ont pu participer de façon approfondie à l'ISN. Donc, notre but est d'assurer que tous les négociateurs ont l'occasion de participer afin d'avoir les négociations les plus fructueuses lors de la troisième réunion de l'OEG et plus tard à la COP 15 à Kunming. Je souhaite également remercier le secrétariat de la CDB, de l'organisation de cette série de webinaires et les membres du bureau de la COP. Avant de commencer, je voudrais dire quelques mots. Il est important de garder à l'esprit que la conférence des parties a demandé à l'OEG, dans sa décision 14-20, de faire des recommandations à la COP. Et la COP nous a donné le mandat de préparer ce sujet. Nous avons donc organisé une série de webinaires afin de mieux comprendre l'ISN et son importance puisqu'elle a un lien avec les trois domaines de la Convention, du protocole de Nagoya et des ODD. Nous avons demandé au secrétariat de nous aider dans ce travail et son personnel s'est mis à l'œuvre à organiser les deux premiers webinaires de la série en décembre. Le premier sur la compréhension de l'ISN sur les ressources génétiques, et je suis sûre que vous avez beaucoup appris lors de ce webinaire, et ensuite aperçu des résultats de l'ATEG, donc son examen de l'ISN. Je pense donc qu'un petit groupe de personnes a participé à cette discussion, donc quelques centaines, mais cela ne suffit pas. Il faut élargir le débat et en particulier, nous nous félicitons des efforts de la Norvège, de l'Afrique du Sud, de l'Union européenne, de la Chine, qui ont parrainé un certain nombre d'événements fort intéressants et ont permis à bien d'autres de se joindre à la conversation. De plus, nous pensons qu'il serait utile de poursuivre les efforts en vue d'impliquer plus de parties, leur permettre de le faire avant la troisième réunion de l'OEG. Il faut donc vous encourager tous, les parties, à saisir toutes les occasions qui se présentent afin de faciliter la discussion et de trouver une solution pour l'avenir. Nous vous recommandons de ne pas attendre pour vous impliquer, pas attendre la dernière minute. Ce ne serait pas la stratégie la plus optimale à cet égard. Nous vous prions tous d'avoir un esprit ouvert, de rechercher des solutions pragmatiques. Il est facile de se perdre dans des débats théoriques. Et finalement, nous reconnaissons qu'il reste beaucoup de travail à accomplir. Nous ferons tout en notre pouvoir pour faire avancer les choses, même si nous ne pouvons pas
tout réalisé au cours de la présente année civile, mais au cours de la dernière année, nous avons déjà mis en place la base nécessaire à nos conversations. Donc aujourd'hui, nous allons explorer les options de politique, mieux comprendre les critères permettant d'évaluer le rendement de ces options. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de trouver la meilleure solution. Nous reconnaissons qu'il faut analyser les différentes options, critères. Nous travaillerons à cet égard avec le secrétariat et le bureau. Et ceci est une occasion non seulement de se pencher sur le bien fondé des différentes options, mais aussi de savoir quelles questions doivent trouver réponse. Finalement, vous et les parties entre vous aurez l'occasion de vous exprimer et de mieux participer aux négociations au sein de l'OWEG. Gardez à l'esprit que ce webinaire n'est pas une séance de négociation, c'est plutôt une séance d'information sur le bien fondé des différentes options. Voilà, j'ai terminé mes observations liminaires et je donne la parole à Charlotte. Merci, David. Merci beaucoup, Charlotte. Merci, Basile. Merci à tous. Donc, puisque l'année chinoise arrive bientôt, bonne année. Je suis très heureux, au nom des membres du secrétariat, des collègues, de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire sur les options de politique pour l'APA sur l'ISN. C'est le troisième webinaire de la série et cette série informelle a été élaborée afin d'aider à avoir une compréhension commune de l'ISN afin d'appuyer le coprésident dans le contexte de le cadre pour l'après 2020. Il ne s'agit pas du tout de discussion formelle sur le sujet. Au cours du premier webinaire qui a eu lieu le 1er décembre et co-organisé avec l'initiative de renforcement des capacités en matière d'APA, nous avions abordé la question de la production, distribution, utilisation de l'ISN. J'espère que ce webinaire a permis de mieux comprendre certains des aspects techniques de l'ISN, ce qui est très important pour se pencher sur les solutions possibles en matière de politique pour aller de l'avant vers une solution internationale fondée sur des données scientifiques et sur la pratique de l'industrie. Lors du deuxième webinaire qui a eu lieu la semaine suivante, nous avons partagé les résultats de l'ATEG sur l'ISN, sur les ressources génétiques, et cette ATEG qui a eu lieu virtuellement du 17 au 20 mars 2020 était une réponse à un mandat donné par la COP et la MOP lors de la COP 14, et je tiens à remercier les membres de ce groupe, les experts, d'une contribution extraordinaire au débat en expliquant les différentes options et les raisons pour lesquelles ces options ont été retenues et comment elles peuvent s'appliquer à l'ISN. Vous souviendrez qu'on avait mis en place différentes catégories reliées aux différentes options et à l'approche pouvant être abordée par les parties à l'égard de l'ISN dans le contexte de l'accès et du partage des avantages. L'ATEG a également fait ressortir l'importance d'une approche internationale concertée, rentable à cet égard, et les experts ont noté qu'il y avait tout un éventail d'approches possibles. Par exemple, les mesures pouvaient être prises au moment de l'accès,
Il y avait des idées comme accès ouvert avec partage des avantages plus tard, au moment de l'utilisation, la commercialisation. Autre option, une approche multilatérale et en plus des approches existantes. Donc l'objectif du webinaire d'aujourd'hui est de partager l'information sur ces différentes options en matière de politique qui ont été proposées lors de débats organisés par les partenaires, ou ici ce qui a été publié dans différents écrits. Et nous sommes très heureux de voir la participation d'un certain nombre de partis, de partenaires qui ont fait avancer le débat. Il y a eu des études, consultations de parties prenantes, organisations de discussions informelles afin d'élaborer des options en matière de politique. Et comme l'a dit Basile tout à l'heure, nous encourageons plus de partis à s'impliquer dans ces discussions, à être proactives et promouvoir la tenue de plus d'études afin de contribuer au débat. Aujourd'hui, nous n'allons pas analyser, évaluer les différentes options. Elles n'ont pas été vérifiées. Might not be exhaustive. La liste n'est pas exhaustive, mais nous présenterons les choses d'une façon objective, d'une façon structurée. On vous présentera toutes les options politiques qui sont à l'étude à l'heure actuelle. Et nous espérons que cela facilitera votre réflexion, votre analyse et la poursuite du dialogue entre les partis, les pays, en vue de la poursuite des discussions sur le cadre après 2020. J'aimerais prendre une minute maintenant pour vous parler du contexte un peu plus large. Comme on l'a déjà souligné, en 2020, notamment lors du sommet sur la biodiversité, on s'est penché sur les perspectives de la biodiversité, etc. Nous savons qu'en tant que communauté internationale, nous n'avons pas atteint les objectifs pour réduire la dégradation, assurer l'utilisation durable et garantir le partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques. Et au-delà de l'intensification de nos efforts, nous devrons réfléchir à des solutions innovantes aux problèmes existants et aux enjeux existants et émergents. Alors que le temps passe et que les ISN sont toujours pas résolus pour sa contribution au partage des bénéfices à l'échelle mondiale, nous ratons des occasions. Alors, je vous encourage à réfléchir aux options présentées et à vous engager avec les différents acteurs afin que nous puissions construire ensemble une vision en matière d'accès et de partage des avantages et s'agissant de l'information de séquençage génétique qui soit à la hauteur donc de nos ambitions pour la biodiversité au-delà de 2020. Alors, merci. Merci de m'avoir donné la parole et j'ai bien hâte d'avoir cette discussion avec vous. Merci, Monsieur le Cooper et Monsieur Co-président, pour vos déclarations d'ouverture. Cela est important. Cela nous rappelle le contexte et l'objectif que nous tentons de poursuivre et d'atteindre ici. J'ai un point d'intendance. Si vous voyez de nombreuses petits écrans et que vous n'arrivez pas à voir la diapositive, vous pouvez aller en bas à gauche de votre écran. Vous verrez trois petits dispositifs, des petits cadres. Cliquez sur celui du milieu avec la petite épingle. La présentation
deviendra plus grande, elle apparaîtra à l'écran et les intervenants seront à droite en plus petit. Cela facilitera donc la lecture des diapositives. Donc encore une fois, en bas à gauche de votre écran, si vous apportez votre souris, cliquez sur le petit cadre avec l'épingle donc du milieu. Alors, qui êtes-vous? Qui sont les participants de notre webinaire? Ça a été préparé hier. Vous voyez à l'écran la représentation sectorielle des participants. Bon, j'imagine qu'on a encore plus de participants maintenant. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de gens du gouvernement. Ça, c'est bien. Nous servons nos partis. Nous sommes heureux de vous voir participer à ce webinaire et voir que vous vous intéressez à cet enjeu. Nous avons une très bonne représentation du niveau du milieu universitaire, mais également du secteur privé. Je suis ravie de constater que le secteur privé est bien représenté parmi les participants. Nous avons également des représentants des autres secteurs. La société civile, les OGN, collections, musées, les organisations autochtones, très bien, les organisations intergouvernementales, les organisations techniques et professionnelles et autres organisations. S'agissant maintenant de la géographie, nous avons une grande représentation de l'Europe et de l'Amérique du Nord, du Brésil, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale et du Mexique. Ça, c'est très bien. Pour ce qui est de l'Afrique, nous accueillons des participants de l'Afrique du Sud, un partenaire très actif, mais de bon nombre de pays d'Afrique, de l'Ouest, de l'Est et du Nord. J'espère que l'interprétation vers l'espagnol et le français vous sera utile et n'hésitez pas à partager les liens des vidéos après le webinaire. Nous avons également des représentants de l'Asie du Sud-Est, de la Chine notamment. Je vous souhaite une très bonne nouvelle année chinoise. C'est aujourd'hui. L'Indonésie, l'Australie, etc., la Nouvelle-Zélande. Alors, une très bonne représentation pour ce qui est des participants. Pour vous présenter la méthodologie du webinaire, je vais donner la parole à M. Chikongo du secrétariat de la Convention de biologie, de diversité biologique. Donc, je lui cède sans plus tarder la parole. Bonjour, est-ce que vous m'entendez, M. Takongo? Oui, bonjour. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je vais vous présenter la méthodologie que nous avons utilisée. Comme vous le savez, nous avons organisé un premier webinaire pour mieux comprendre les ISN qui présentait un survol technique de sa production, sa distribution et son utilisation. Off to improve the sound. Okay, Thank you. Is that better? Is that better? Yeah, I think we can hear you. Okay, good. Thank So, you. because of, and then we then moved on from that webinar to today's webinar. I need to point out that because of time limitations during this webinar, we will not be addressing or explaining technical issues that relates to concepts, use, or usability of DSI. For more information on those aspects, we invite you to look at the Davantage d'informations sur ces aspects. Nous vous encourageons à consulter le lien en bas de l'écran. Prochaine diapositive pour ce qui est de la méthodologie. Charlotte.
S'agissant de la méthodologie, l'objectif est de systématiser les choses et de présenter les choses de façon neutre, de simplifier les données, les renseignements. Nous nous pencherons sur toutes les options dont nous sommes saisis. Nous souhaitions présenter les options et les voici. La liste des options donc sera présentée et rappelons-le, elle n'est pas exhaustive. Elle est fondée sur des études qui ont été menées par les intervenants de la CVD et d'autres options pourront être étudiées ultérieurement. Les options ne sont pas mutuellement exclusives et on peut combiner des options selon les situations, selon les secteurs notamment. Pendant ce webinaire, nous n'allons pas traiter des dispositions liées au partage des avantages. Cela sera fait ultérieurement. Les options que nous présentons seront présentées d'une façon neutre. Les options seront présentées sans jugement, sous toute réserve, pour ce qui est, en fait, pour obtenir davantage d'informations. Vous pouvez consulter le document qui a été le rapport du premier dialogue mondial sur ces questions. Donc, cela peut être utilisé pour analyser les options politiques. Il y a une vidéo qui a été préparée sur ce sujet qui a déjà été partagée avec les participants ou qu'il sera. Comme je l'ai dit, nous n'allons pas nous pencher sur la viabilité, l'efficience du point de vue des coûts, l'applicabilité et les exigences du point de vue des capacités des différentes options. Vous pouvez trouver davantage d'informations sur pour analyser ces points. Les points d'examen et les critères peuvent être trouvés dans la trousse d'informations qui vous a été acheminée. Le secrétariat a consulté bon nombre de documents qui ont été rédigés au cours de la dernière année qui analysent différentes options s'agissant de l'information de séquençage génétique, numérique, dis-je. Nous avons mené un grand nombre de consultations. La liste que vous voyez à l'écran n'est pas exhaustive. On a constaté qu'il y avait beaucoup de chevauchements entre les options présentées. Parfois, la même option est présentée de la même façon ou avec un angle un peu différent. Nous tentons ici de systématiser les options présentées par les différents intervenants. Donc, nous tentons de présenter les choses de façon vulgarisée, simplifiée, en date d'aujourd'hui. Alors voilà, merci Charlotte. Charlotte, oui, vous m'entendez? Merci beaucoup pour cette introduction de la méthodologie. Je ne vais pas présenter ce tableau. Je souhaite toutefois vous rappeler qu'un PDF de la présentation sera affiché sur notre site web après notre webinaire. Vous aurez donc l'occasion de vous familiariser, de consulter ce tableau et la présentation et de lire les détails. Comme le disait mon collègue, nous avons lu les ouvrages et nous avons constaté qu'il y avait des chevauchements, des redondances
pour ce qui est des idées présentées, plutôt que d'inviter les intervenants à présenter leur propre politique, il y a 13 ouvrages, bon nombre d'auteurs, ça aurait pris toute une journée. Alors, nous avons décidé de mettre en commun les politiques proposées en archétypes, en quelque sorte, de les regrouper en archétypes en fonction des idées et de ce qui était présenté, et afin de classifier ces catégories et de les organiser de sorte à ce que ce soit plus intuitif, nous avons appliqué des critères de sélection. Vous devez comprendre que ces critères seront différents selon les parties prenantes, selon les régions, selon les secteurs. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, nous vous invitons donc à consulter les documents, d'évaluer les options politiques et d'appliquer vos propres critères afin de classer ces options pour que ce soit logique et sensé et en fonction de vos intérêts. Nous avons établi 6 critères pertinents. L'accès aux données, c'est un critère qui revient souvent et qui intéresse le plus grand nombre. This is regulated or not is one of the criteria we used to classify these policy. The presence of a PIC or La présence du CPCC, des CCCA, politique que vous connaissez et qui est quelque chose auquel participent déjà les partis. Ensuite, il s'agit de savoir si le mécanisme est bilatéral ou multilatéral. Cela permet aussi de classer les politiques. Nous avons donc également utilisé ce critère. S'il doit y avoir traçage vers le pays d'origine de la ressource génétique faisant l'objet d'ISN, c'est aussi un critère. Et finalement, si le partage des avantages est lié aux données d'ISN elles-mêmes ou non, c'est quelque chose qu'ont discuté les auteurs dans leurs écrits. Encore une fois, ce n'est qu'une façon de présenter le sujet. On peut le répartir en différents volets, mais c'est une façon d'aider à classer les différentes politiques. Finalement, nous avons déterminé 5 archétypes de politiques et nous allons les présenter de façon séquentielle au cours du webinaire. Donc, pour commencer, je vais donner la parole à ma collègue Béatrice Gomez-Castro du secrétariat de la CDB. Merci, vous m'entendez bien? Bonjour à tous et toutes. Je voudrais présenter une des premières options qu'on appelle statu quo, donc description de la situation actuelle au niveau international, et les partis se sont entendus à l'égard des mesures à prendre à l'égard de l'APA, et certaines parties vont peut-être décider d'inclure des mesures sur l'accès à l'ISN dans leur régime relatif à l'APA. Et selon une étude, cela s'est déjà produit dans certains pays qui ont exercé leur droit de mettre en place ces mesures à l'égard de l'ISN. Mais pour d'autres, il s'agit d'avoir accès ouvert à l'ISN dans les bases de données. Cela est jugé suffisant
en matière d'APA estiment donc être déjà en conformité parce qu'il y a un accès ouvert aux bases de données. Donc il s'agit pour ces parties d'un partage d'avantages non pécuniaires. Il y a beaucoup d'avantages qui découlent d'un accès ouvert à l'ISN dans les bases de données. C'est reconnu en tant qu'avantage non pécuniaire. Je voudrais expliquer qu'au bas de l'écran de la diapo, vous trouverez toujours une référence à la source de l'information, donc où vous pouvez trouver plus de détails. Donc ici, voyez, au bas à gauche, on voit document de WildSea, donc numéro 12, c'est le numéro du document. Dans la trousse d'informations que vous avez reçue, voyez, c'est l'option 0 qui est traitée dans le document en question. Et pour tous les clichés, toutes les diapos, nous donnerons la même information pour que vous puissiez trouver plus de détails sur l'option décrite. Cliché suivant, s'il vous plaît. Maintenant, l'ISN pleinement intégré à la CDB et au protocole de Nagoya. Ici, il s'agit plus ou moins d'une régularisation de l'approche multilatérale habituelle envers l'APA. Ici, l'accès est réglementé. Donc, chaque pays peut en décider, mais il s'agit de réglementer l'ISN, l'accès à l'ISN, comme l'accès aux ressources génétiques en vertu de la CDB. Donc, certains pays envisagent déjà que l'accès à l'ISN est semblable à l'accès aux ressources génétiques. Et ici, selon cette option, l'accès dépendra de la législation nationale et des conditions convenues de commun accord. Ici, l'accès à l'ISN sera réglementé par ces CCA. Il y aura aussi partage des coûts et il y aura négociation pour chaque accès. Donc, selon l'étude parrainée pour l'ATEG, certains pays prennent déjà en compte l'accès à l'ISN dans leurs mesures relatives à l'APA. Donc, la définition de ressources génétiques comprend l'ISN, donc les mêmes règles s'appliquent. Et la conséquence de l'option, par exemple, si un accès par le biais d'une base de données, pour être en conformité avec la législation, il faudrait que l'accès à l'ISN soit relié à l'accès aux ressources génétiques, donc que l'on puisse retracer le pays d'origine et répondre aux exigences en place. Et si un chercheur utilise plusieurs ISN, il ou elle devra se conformer aux exigences imposées par chaque pays d'origine et aussi aux conditions convenues d'un commun accord. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez trouver un complément d'information dans les documents mentionnés au bas de l'écran à gauche. Option 2, ici, il s'agit des CCA standards au niveau national. Ici, il n'y a pas
nécessairement de consentement préalable. Il y a accès, il y a partage des avantages. Après l'accès, il peut y avoir donc partage au moment de la commercialisation. Donc, obligation de partager les avantages à ce moment-là, ou au moment de l'octroi d'un brevet obtenu grâce à l'ISN. Cela dépend de la décision prise. Ici, l'accès n'est pas restreint, mais il y a toujours APA et il doit y avoir une norme des CCA normalisée, où ça peut être un régime de permis, un accord de transfert de matériel. Les noms peuvent changer, mais le concept est le même. Donc, puisque les CCA sont normalisés, il n'y a pas de négociation de contrat pour chaque utilisation. Il y a un contrat type ou un permis type qui peut être délivré au moment de l'utilisation ou selon les différents secteurs. Toutefois, le fait que c'est relié à la chaîne d'approvisionnement, il faudra peut-être surveiller l'utilisation en aval de l'ISN. Ici, nous avons les CCA normalisés. Il faut y en avoir une norme donc au niveau national dans un contexte d'un mécanisme bilatéral ou au niveau international. Et ici, il y aurait un régime multilatéral. Donc voilà les distinctions à faire à cet égard. Ici, chaque pays a une norme reliée au CCCA, aux conditions convenues d'un commun accord. Donc ici, il y aurait un régime à cet égard, en vertu d'une loi nationale. Il n'y aurait pas de PIC, de CPCC, mais il y aurait des exigences en matière d'APA. Par exemple, la commercialisation de pommes. Donc, une fois l'obligation déclenchée, il y aura partage bilatéral avec le pays et c'est un exemple, ce sont les mesures du Brésil adoptées récemment à l'égard de la PA. Donc, c'est un bon exemple du fonctionnement au niveau national, la façon d'opérationnaliser un tel régime. Vous pouvez trouver aussi la législation du Brésil. Ici, quand il y a accès à l'ISN par le biais d'une base de données, il faut aussi déterminer le pays d'origine et se reporter au régime national, se conformer aux exigences. Si l'information sur le pays d'origine ne se trouve pas dans la base de données, eh bien l'utilisateur ne pourra pas la retrouver. Mais si les ISN viennent de différents pays, eh bien le chercheur devrait se conformer à différentes conditions convenues de commun accord pour chaque pays. Donc une variante à cette approche, c'est la possibilité d'avoir un régime normalisé, unique, convenu au niveau international. Par exemple, on pourrait avoir une législation type à l'égard des CCA convenus au niveau international et ensuite les pays pourraient intégrer cette législation type dans leur droit national. Et si les utilisateurs
ferait face au même régime dans tous les pays. Une autre option serait d'inclure le régime de permis dans la base de données d'ISN. Ainsi, les utilisateurs pourraient convenir de partager l'ISN avec les avantages avec le pays. Ici, plutôt que de répondre à des mesures nationales, l'utilisateur pourrait tout retrouver dans la base de données et n'aurait pas passé par les différents régimes nationaux. So, I think this is. Yeah, this is all. Sorry, I got lost. Thank you so much, Beatrice. Ça conclut mon intervention. Merci, Béatrice. Je vais reprendre la parole. Merci. Merci beaucoup. Je vais présenter la prochaine sous-option pour ce qui est des conditions convenues standards qui prévoient des conditions convenues à l'échelle multilatérale. Donc, il n'y a pas de PIC, de CPCC, de consentement préalable en connaissance de cause. Mais on parle ici d'un mécanisme multilatéral et cela ne prévoit pas le traçage du pays d'origine d'où vient l'ISN. Cela est lié aux données ISN, un peu comme l'option antérieure. Les conditions convenues seraient négociées à l'échelle internationale et le partage d'avantages ne passerait pas par chaque système APA national, comme le prévoit l'autre option qui a été présentée. Donc, ça passerait par un fonds multilatéral et les gouvernements devraient s'entendre sur ce mécanisme. C'est pas ce que nous ferons aujourd'hui. Alors, comme je l'ai dit, les dispositions seraient négociées à l'échelle internationale. Ce sera inclus dans la base de données de l'ISN. L'utilisation du ISN pourrait être à des fins commerciales ou non. Il y aurait des modalités dans les conditions convenues pour ce qui est du partage des avantages. Ces conditions convenues pourraient être communiquées aux usagers le long de la chaîne de valeur. La première option prévoirait d'intégrer cela dans la base de données lorsqu'on télécharge les DSI pour un projet de recherche. Les conditions convenues seraient rattachées à ce téléchargement et l'usager serait informé des dispositions et des exigences. Une autre option serait d'intégrer cela dans le système de propriété intellectuelle. Et cela soulève la question de l'ouverture limitée qui a été présentée dans les ouvrages. Et cela prévoit que les usagers soient informés de leurs obligations lorsqu'ils cherchent des mesures de protection de propriété intellectuelle sur la base de divulgation des exigences quant à l'usage et l'utilisation des ISN. On peut faire une demande de brevet ou en vertu d'autres systèmes. Donc, il n'y a pas de restriction en matière de ISN, mais à partir du moment où vous souhaitez avoir une protection de propriété intellectuelle, eh bien, il y a des exigences qui sont et des obligations qui vous sont communiquées. Ça prévoirait des
licences pour chaque accès. Il pourrait y avoir bon nombre de licences. Si vous téléchargez notamment beaucoup d'ISN, vous pourrez devoir être en conformité avec différentes licences. Pour ce qui est de la conformité, cela nécessiterait une utilisation en aval et un traçage ou une surveillance pour voir ce qui se produit, comment l'ISN est utilisé pour que tous les intervenants connaissent leurs obligations. Cela nécessiterait évidemment une coordination des différents systèmes, que ce soit les bases de données ou des systèmes d'API. Et quant à l'utilisation des ISN, ça pourrait être des points de déclenchement pour ce qui est des mécanismes d'APA et de la communication des conditions convenues d'un commun accord. Alors, vous verrez dans la section d'information que cette sous-option du CCCA standard présente différentes variations. Alors, nous vous invitons à en prendre connaissance si cette option vous intéresse. Cela conclut l'option 0, 1 et 2. Nous allons maintenant passer aux questions et réponses. Je vais demander à Christina du secrétariat de prendre la parole et de gérer la séance de questions. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Nous remercions tous ceux qui ont soumis des questions. Étant donné le peu de temps que nous avons, nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions. On mettra l'accent sur les questions qui sont des plus pertinentes. Nous n'allons pas répondre par courriel aux questions. Nous vous invitons à consulter le matériel qui a été rendu disponible dans le cadre de notre webinaire. Nous avons des questions de type général qui nous ont été soumises. Certaines pourront être posées dans la deuxième séance de questions, mais commençons par la première. Et David sera sans doute le mieux placé pour y répondre. Ça, c'est une question qui a été posée à plusieurs reprises. On nous demande comment pouvons-nous discuter des options politiques lorsque nous n'avons pas encore convenu de l'étendue de l'information de séquençage numérique et des ressources génétiques, dis-je, et de leur terminologie. Je cède la parole à David pour qu'il réponde. Merci beaucoup. Merci, Christina, et merci aux personnes qui ont posé cette question. C'est une question qui a été traitée par l'ARTEG. En fait, c'est une situation, c'est l'œuf ou la poule en quelque sorte. Il faut identifier ce qu'on souhaite faire avec l'ISN et ce que cela inclut. Vous vous rappellerez que lors d'une première réunion, l'ARTEC a établi différents types de portée pour l'ISN. Ces informations de séquençage numérique, le lien, les séquences d'ADN, etc. Ensuite, on s'est penché sur l'inclusion des protéines, des séquences de protéines, sur l'association des informations et l'intégration de la connaissance traditionnelle, de la géographie, d'où viennent les échantillons d'origine. On a examiné tous ces enjeux du point de vue de leur pertinence. Pour ce qui est de cette option politique, eh bien, elles s'en inspirent et sont interreliées. Nous avons une situation particulière. Il y a les enjeux techniques qui traitent de ce qui est dans la portée et il y a les dimensions politiques qui portent sur l'utilisation de cette étendue des ISN. Alors, j'espère que la deuxième réunion de l'ARTEG pourra identifier différentes
solutions pour ce qui est de l'étendue en combinaison, en partenariat avec ces options politiques et voir comment celles-ci pourraient répondre à certaines questions. Et pour se sortir, en fait, de ce dilemme ou de cette situation de l'œuf ou la poule. Alors, voilà. Merci beaucoup, David. J'ai une question qui porte sur l'information qui a été partagée. On demande pour si on sait combien de personnes, combien de pays traitent de l'ISN dans leurs mesures d'APA nationale. Pouvez-vous répondre à cette question? Béatrice prend la parole. Il y a une étude qui a été commandée pour la TEG. Et on a fait une enquête des pays et des mesures en place en matière de ISN. On a constaté qu'un total de 16 pays et une compétence, une administration infranationale ont déjà identifié des mesures nationales, ont déjà des mesures en place. De plus, 18 autres pays prévoient le faire ou sont en voie d'élaborer des mesures portant sur l'ISN. Il y a davantage d'informations sur les mesures sur le site web de la réunion de l'ARTEG. Nous avons également des questions qui sont en fait des commentaires sur les options politiques qui ont été présentées. Nous n'avons pas analysé la base juridique ou les dimensions juridiques. On a appliqué les critères pour essayer de catégoriser les options politiques. Alors, nous n'allons pas répondre aux questions qui portent sur les dimensions juridiques. Malheureusement, nous ne pourrons pas répondre à ces questions. Nous avons reçu une question qui porte sur l'option d'ouverture limitée, Bounded Openness. Charlotte, souhaitez-vous répondre? Pouvez-vous nous expliquer le concept d'option d'ouverture limitée en nous citant des exemples? Réponse. Oui. Je peux certainement vous donner des détails. Ce concept ou cette option d'ouverture limitée en est une dont on parle beaucoup dans les ouvrages. Et il y a tout un mystère qui plane autour de ce concept. Je vais faire mon mieux pour vous l'expliquer. Ce concept en est un qui existe ailleurs dans d'autres domaines. S'agissant de l'application des ISN, ça vient de l'économie de l'information. L'ouverture comme telle est liée au fait que les données sont accessibles, il n'y a pas de restrictions. On peut donc avoir accès au ISN. Toutefois, il y a des modalités qui s'appliquent à l'utilisation de l'information de séquençage numérique. Les options politiques présentées par Rhys Muller, et je vous encourage à lire leur ouvrage. Il y a un graphique qui est très utile pour bien comprendre et c'est dans votre trousse d'informations. Ça se retrouve sur notre site web. Alors, je vous encourage à consulter ce document. L'option d'ouverture limitée par ces chercheurs ne prévoit pas que la base de données soit intégrée dans l'option politique. Toutefois, du point de vue de l'application de la protection des droits de propriété intellectuelle, selon la situation, les secteurs et l'industrie, donc, on vous demandera si l'ISN a été utilisé pour créer votre produit ou votre service. Et si la réponse est oui, eh bien, vous devrez donc avoir des obligations. Des obligations vous seront communiquées.
le travail fait par Vogel et Rismuller prévoit que le partage des avantages est enclenché lorsque le produit ou le service est commercialisé avec succès. Cela signifie que non seulement le produit est créé et fabriqué, mais le produit doit donc être assorti de bénéfices, doit être rentable, il doit avoir des avantages monétaires découlant de la commercialisation. Et évidemment, tout cela serait négocié à l'international. Donc, une fois qu'une commercialisation est atteinte, une redevance fixe serait prévue de la part du fabricant, du producteur, et devrait être versée dans un fonds multilatéral. Ici, c'est l'idée. C'est le concept derrière l'option d'ouverture limitée. Merci beaucoup. Oui, et c'est très éclairant. Il y a quelques personnes qui ont posé des questions. Et donc, ça sera la dernière question de cette ronde. Il y en aura une autre plus tard. On parle des pathogènes humains. Est-ce que cela cadre dans la convention, dans les discussions de la... David, peut-être pouvez-vous répondre à cette question, sujet des pathogènes humains? David, êtes-vous là? Merci pour toutes vos questions. Il faut bien comprendre l'étendue de la convention et cela prévoit le matériel génétique venant des pathogènes. Et en effet, il y a quelques années, il y a des pays qui ont évoqué ces dispositions. Benefit sharing from the use of pathogens. In other words, that there should be more equitable access. Des pathogènes, dont un accès plus équitable aux vaccins et autres produits qui en découlent. Et cela a mené à l'OMS à l'élaboration du cadre de préparation en cas de grippe pandémique, le cadre PGP, qui prévoit certaines approches de partage des avantages dans ce cadre. Je devrais noter également, comme vous savez, que le protocole de Nagoya comprend des références aux besoins de mettre en place des approches d'APA en tenant compte de la protection de la santé publique. Donc, toute approche devrait être mise en place rapidement pour ce qui est de protéger la santé publique. Voilà ce que nous pouvons dire sur le sujet. Merci. Merci. Je donne la parole à Charlotte qui continuera sa présentation. Merci beaucoup, Christina. Donc, vous avez vu la diapo où il y avait l'adresse dsi.webinar@cbc.int, donc CBD. Donc, c'est à cette adresse qu'il faut envoyer vos questions. Donc, je vais poursuivre notre présentation. Nous avons déjà parlé des 3 premières options, 0, 1 et 2. Maintenant, nous passons à l'option 3, qui est aussi un grand archétype de politique. Niveau très général, il y a 2 sous-options au titre de cette option 3. Donc, présentation de cet archétype. Ici, l'accès n'est pas restreint par le CPCC, donc le consentement préalable, mais il y a parfois paiement d'un droit dans un fonds multilatéral. Mais il n'y a pas de CCCA, donc conditions convenues, comme dans l'option 2. Donc, il n'est pas nécessaire de retracer le pays d'origine, ni de surveiller l'utilisation
en aval de l'ISN tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ici, les deux sous-options, 3.1, 3.2, eh bien, d'une part, paiement pour accès à l'ISN, donc l'APA est liée aux données d'ISN elles-mêmes. Deuxième sous-option, autres paiements et contributions, mais ici, ils ne sont pas liés aux données de l'ISN. Maintenant, plus en détail, l'option 3.1. Ici, il n'y a pas réglementation d'accès, il n'y a pas de CPCC, CCCA et le mécanisme est toujours multilatéral, pas nécessaire de retracer le pays d'origine et l'APA est liée aux données d'ISN. Il s'agit d'une option qui a été largement discutée et aussi dans les recherches, il y a différentes options façons d'appliquer ce concept à une politique. Donc, premièrement, en bleu, paiement pour l'accès à l'ISN. Donc, la séquence. Ici, on présente différentes options pour paiement dans les écrits. Donc, il pourrait y avoir un droit pour accès à l'ISN dans les bases de données. Donc, l'information sur la séquence et les données connexes ne pourrait être accédée qu'après avoir versé un droit et il y aurait des critères négociés, par exemple commercial versus non commercial, ou ça pourrait être aussi par secteur de l'industrie, secteur de recherche, peut-être le revenu de l'entreprise ou tout simplement un droit annuel ou mensuel forfaitaire qu'il faudrait verser pour avoir accès aux bases de données. Il y a différentes, évidemment, variantes à cet égard et je vous invite à lire les documents donnés en référence. Deuxième variante, pour ce qui est du paiement pour l'accès à l'ISN, eh bien ici, deuxième option, il s'agirait d'un paiement pour accès individuel, donc il s'agirait d'un droit minime, mais il serait versé au moment du téléchargement et il y aurait un régime de permis mis en place pour décider des droits d'accès à l'ISN. Et plus il y a utilisation d'ISN, plus sera élevé le droit pour avoir accès. Évidemment, cela exigerait un travail avec les bases de données qui existent déjà et il y a des bases de données privées pour lesquelles il y a déjà un droit et la base de données de l'INSDC n'exige pas de droit. Donc, il serait possible de collaborer avec ces bases de données à l'échelle internationale et il faudrait négocier les droits en question. Deuxième idée en bleu, c'est légèrement différent. Il s'agit de paiement pour accès aux données associées à l'ISN. Donc, cela se rapporte aux différentes définitions d'ISN. L'ISN s'agit seulement de la séquence des données, qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui est utilisé. Donc, il faudra faire ce travail pour évaluer davantage la question. Et l'information sur la séquence et d'autres données associées comme le nom de l'espèce ou nom de la ressource génétique. Donc, ce serait fourni gratuitement. On pourrait télécharger ces informations, ces données. Mais il y a beaucoup d'autres données connexes
par exemple, quel acide aminé est concerné, quelle protéine est produite, quelles sont les qualités de cette protéine, y a-t-il des intrants et tout le reste. Donc, il faut vraiment traiter les données séquentielles ou de séquençage pour qu'on puisse les utiliser. Cela dépend du domaine de recherche. Donc, la valeur, ce n'est pas nécessairement l'ISN, mais les données, c'est-à-dire le fait, ce qui provient du traitement réalisé par une autre entité. Donc, pour avoir accès à ces données associées, il faudrait verser un droit, mais pour ce qui est de la séquence en tant que telle, elle serait d'accès gratuit. Et selon ce qu'on a dit, c'est très important pour beaucoup de recherches d'avoir accès à certaines données gratuitement, mais pour aller plus loin dans ces recherches ou pour l'élaboration d'un produit, à ce moment-là, il faudrait verser un droit. Deuxième option ici, donc il n'y a pas de PCMAT, donc CPCC, CCCA. Il n'est pas nécessaire de retracer le pays d'origine. Toutefois, la PA n'est pas reliée aux données de l'ISN en tant que telle. Il y a de nombreuses options ici, certaines très novatrices dans les recherches. Je vous invite à en prendre connaissance. Déjà, nous indiquons certaines recherches dans la diapo. Donc, on constate qu'il y a de plus en plus de créativité à l'égard des différents régimes d'APA. Il y a un grand nombre de critères qui sont pris en compte pour toutes ces options relatives aux politiques. Donc, j'en mentionnerai quelques-unes. Droit ou paiement pour les services reliés à l'ISN. Donc, une fois que l'ISN est téléchargé, souvent, on utilise un très grand volume d'ISN. Cette information est stockée. Ensuite, différents outils informatiques sont utilisés pour le traitement de cette ISN, pour des recherches ou élaboration de produits. Donc, l'idée, c'est qu'il faudrait verser un droit pour avoir recours à ces services. Donc, ce serait surtout par l'info nuagique, étant donné la puissance nécessaire pour analyser un tel volume de données. Autre option, les redevances seraient imposées sur les produits ou services associés à l'ISN. On parle de micro-redevances et d'autres types de redevances qui pourraient être envisagées. Un exemple, l'équipement de laboratoire. Donc, quand on a une ressource génétique, on souhaite extraire l'ADN, faire le séquençage, verser dans une base de données. Il faut disposer de l'équipement de laboratoire. Donc, ici, la redevance serait imposée sur ces achats. Mais il y a différentes propositions à l'égard des redevances. Troisième élément ici, les contributions volontaires à un fonds multilatéral. Ici, tout à fait distant, à distance des données elles-mêmes, traitement des données, on contourne tout cela et on décide que le secteur privé ou un secteur de l'industrie ou les utilisateurs de l'ISN en général
Donc, ils pourraient tous contribuer de façon volontaire à un fonds pour que cette ISN demeure accessible. Autre possibilité, l'utilisation d'outils financiers novateurs, par exemple les obligations de biodiversité. Il y a de nombreux outils financiers novateurs qui sont utilisés au niveau de différentes instances qui commencent à se pencher sur la question. Est-il possible de les appliquer à l'ISN? Donc, il y a beaucoup de recherches intéressantes du côté financier. Programme de commercialisation, de marketing, comme lorsqu'on achète un produit dans un magasin, il y a donc beaucoup de produits vendus selon un badge, une étiquette qui rattache une certaine valeur à ce produit. Donc, le consommateur choisira ce produit portant cette étiquette plutôt qu'un autre produit qui ne la porte pas. Mais rattaché à cette étiquette, c'est l'engagement à partager les avantages tirés de ce produit ou de ce service, donc verser un droit, ni plus ni moins, au fonds multilatéral, à un fonds multilatéral. Ensuite, autre possibilité, comme j'ai dit, les chercheurs sont très créatifs à cet égard. Policy options. Once more, we're not J'ai sur les autres options politiques. Ce n'est pas un nouvel archétype. On vous présente donc ce qui est disponible actuellement. Passons maintenant à l'option 4. Nous nous distancions des avantages monétaires. Essentiellement, on parle de coopération scientifique et technique. On parle de renforcement de capacité. Cette option reflète le cœur de la Convention pour la diversité biologique et le protocole de Nagoya. Voilà ce qu'on retrouve. Ça reflète ce qu'on retrouve dans les études. Il n'y a pas de CCCA, il n'y a pas non plus de consentement préalable. Tout le monde profite des ressources. Il n'y a pas d'exigence de suivi, il n'y a pas de lien vers les données. Donc, on parle d'échange de collaboration. Et au titre de cette option, le support des capacités est amélioré au sens où ça devient systématique et mandaté par la politique. Ça prévoit de la coopération, du renforcement des capacités. Ça a déjà cours dans le monde de la recherche, notamment en matière d'ISN et dans d'autres types dans d'autres domaines. Mais c'est fait d'une façon ad hoc, ponctuelle, en fonction des fonds, de l'expertise des chercheurs. On peut créer des projets, des initiatives, d'échanges, des collaborations. Ici, ça ferait partie d'une politique. C'est ce qui est présenté ou proposé. Donc, il y a un aspect davantage intentionnel. On peut penser à différentes façons de mettre en œuvre cette option, collaboration de recherche, formation, plateforme de connaissances où on peut contribuer à la plateforme et en profiter, transfert de technologie, programme d'apprentissage, etc. L'objectif ici, au titre de l'option 4, c'est de permettre à tous de renforcer les capacités pour profiter de l'information de séquençage numérique.
cette option peut compléter d'autres options politiques également. Donc, c'est une possibilité. Donc, ce n'est pas monétaire. Et donc, c'est revenu beaucoup dans les études, dans les recherches. Dernière option, 5. Aucun partage d'avantages découlant de l'ISN. Alors, ISN n'égale pas ressources génétiques au titre de cette option. Alors, il n'y aurait pas d'obligation de partage de ces avantages. Alors, il n'y a pas beaucoup à dire sur cette option parce que il n'y a pas d'option politique qui en découle. Ça conclut la catégorie 3, 4 et 5. Nous avons donc présenté les 5 options, les 5 archétypes politiques. Nous allons maintenant passer à la deuxième séance de questions et réponses. Christina, si vous voulez bien prendre la parole et animer cette séance de questions. Merci Charlotte. Merci beaucoup. Nous avons reçu de nombreux courriels. Et pour réitérer, nous ne faisons pas d'analyse aujourd'hui. On nous a posé une question à savoir si nous allons évaluer les impacts négatifs des options présentées, la faisabilité. Nous n'avons pas fait ce travail. Nous avons pris ce qui est dans les études. On a tenté d'organiser le matériel pour vous présenter le tout aujourd'hui. Donc, peut-être ça pourra être fait ultérieurement, ce travail d'analyse. Je vais poser les questions que nous avons reçues. Je regarde mon écran, désolée. Il y a une question qui a été posée, à savoir qu'il y a un système de suivi qui est en place actuellement ou qui est proposé pour suivre l'information de séquençage numérique. Est-ce que Charlotte pourrait répondre à cette question? Charlotte, je crois que nous l'avons perdue. Béatrice, pouvez-vous répondre à cette question? Je ne crois pas que le système fonctionne. Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui, désolée. Voilà, je suis de retour. Voilà, ça fonctionne. S'agissant du suivi vers le pays d'origine, très bien, j'ai entendu votre question. Y a-t-il un système pour retracer ou prévoyons-nous ce genre de système? Réponse. Le système que je connais, c'est peut-être pas le seul, c'est le système qui applique l'étiquette du pays dans la base de données. Si on cherche l'ISN dans une base de données, il y a un champ qui indique l'emplacement, le pays d'origine de la ressource génétique. C'est dans les lignes directrices. Et donc, j'espère qu'on pourrait au moins inclure l'information sur le pays, l'information sur le territoire, s'agissant des ressources génétiques. Toutefois, la réalité est la suivante. Je peux avoir tort ici, mais c'est à environ 12% de l'ISN dans les bases de données publiques qui sont rattachées à un pays. On déploie des efforts pour retracer et géolocaliser cela en couplant les séquences à d'autres bases de données qui traitent de biodiversité en utilisant des collections. Mais à l'heure actuelle, les chercheurs peuvent présenter un ISN sans
présenter d'informations sur le pays d'origine. Et c'est la pratique actuelle, bien qu'on insiste que ce soit important d'ajouter cette information pour relier au pays d'origine. Mais voilà où on en est à l'heure actuelle. Merci. Merci beaucoup. Je vais demander à Béatrice de répondre à cette question. Dans l'option 3.1, vous dites que l'accès n'est pas réglementé. Toutefois, il y a un paiement qui est prévu pour l'accès individuel. Cela signifie que l'accès est réglementé pour ceux qui payent. Il semble y avoir une contradiction. Pouvez-vous répondre à cette question? Réponse. C'est peut-être la façon, c'est peut-être les termes qui prêtent à interprétation. Bon, voilà, c'est ma vision. On parle ici d'accès réglementé. Lorsqu'on parle de réglementation, on parle de contrôle de l'accès, notamment. Lorsque vous avez des contrôles d'accès et dans le cas d'un système CPCC, vous ne pouvez pas dire non à l'accès. L'accès n'est pas réglementé, ça ne signifie pas qu'il est gratuit. L'accès ouvert ne signifie pas un accès gratuit. L'accès est là. Vous pouvez peut-être payer un petit frais d'abonnement, notamment, ou pour avoir accès à la base de données, mais on ne dirait pas que c'est réglementé ou que c'est contrôlé. Mais je comprends que le terme peut prêter à confusion, mais ça a été difficile de trouver un terme pour refléter donc, cet aspect. Merci. Merci, Béatrice. Maintenant, je vais poser une question à un collègue qui n'a pas pris la parole encore ce matin. Matt, êtes-vous là? Vous êtes là? Très bien. Il y a une question au sujet de votre champ d'expertise. Bon nombre des documents politiques mentionnent le blockchain, les chaînes de blocs, mais ça n'a pas été mentionné dans la présentation. Quel est le rôle et la pertinence des chaînes de blocs, blockchain, dans ce dossier? Réponse. Les blockchains ont été proposés dans certaines études comme outil pour aider à l'utilisation des ISN. Ce n'est pas une option politique en soi, donc ça n'a pas été discutant, mais c'est une approche qui peut être utilisée pour aider à mettre en œuvre les options qui nécessitent une surveillance de l'utilisation de l'information de séquençage numérique. La chaîne de blocs permet donc de stocker l'information de façon très sécurisée. Et ils ont des propriétés très intéressantes qui peuvent nous aider à mieux tracer l'utilisation des ICN, l'immutabilité, donc c'est inchangeable. On n'a pas besoin d'une autorité centrale pour qu'elle valide les dossiers. On n'a pas besoin donc de valider les choses, les transactions dans le blockchain. Une autre chose qui est utile dans notre contexte, les blockchains peuvent inclure des contrats intelligents, smart contracts. Ce qu'on propose dans le document à cette matière ne prévoit pas le stockage des ISN, mais plutôt de créer une couche séparée qui qui surveille les activités, les modalités, les conditions d'utilisation, les activités, etc. Ces conditions et ces modalités précises peuvent être intégrées dans des contrats intelligents convenus par les usagers et cela serait assorti d'un mécanisme de surveillance de l'ICN dans la chaîne de blocs. Je crois que ce qui est important de considérer lorsqu'on a recours au blockchain, c'est de voir les exigences et les coûts, les implications et l'investissement en fait que ça nécessiterait d'inclure ces chaînes de blocs dans les bases de données. Quel est le rôle des peuples autochtones et communautés locales dans les discussions? Comment avez-vous traité des
de l'ISN à la lumière des ressources génétiques et de la connaissance traditionnelle. Est-ce que David voudrait répondre? Oui. Oui, j'ai essayé. Comme l'a dit notre collègue, d'entrée de jeu, nous reconnaissons que les connaissances traditionnelles et autochtones sont pertinentes. Il est important de faire en sorte que les peuples autochtones et communautés locales soient impliqués dans ce processus. Et le droit au chapitre, lorsqu'on décidera d'une option, il faut écouter et prendre en compte les points de vue des PACL. Il y a la question des connaissances traditionnelles. Il y a également l'enjeu de ces connaissances liées aux ressources génétiques, tel qu'indiqué dans le protocole de Nagoya. Artec s'est penché sur différentes catégories, reconnaissant que la pertinence et l'utilité de la connaissance traditionnelle, mais cela ne constitue pas l'ISN comme tel qui est partagé. Toutefois, on souhaite veiller à ce que les connaissances traditionnelles associées à l'information de séquençage numérique soient faites de façon conforme au protocole. Bon, c'est difficile d'avoir une réponse concrète ou claire, mais il suffit de réitérer que les peuples autochtones et communautés locales doivent être consultés dans le cadre de ce processus avant de prendre une décision quant à l'option politique. Je vais voir si Taco peut se joindre à nous. Je sais que vous avez des problèmes de connectivité, pas besoin d'activer votre caméra, mais j'aimerais savoir si vous êtes avec nous. Vous m'entendez? For the webinar, En préparation pour le webinaire, vous avez examiné toutes les options possibles. En existe-t-il d'autres? Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Comme on l'a signalé, nous n'avons pas examiné tous les aspects de la question. Il y a d'autres options qui sont possibles, mais ces aspects n'ont pas été portés à notre attention. Donc, il est important de souligner que ces autres options ne sont pas examinées par le secrétariat du point de vue de l'accessibilité et tout le reste. Donc, il faudra que ce soit fait par les parties elles-mêmes selon des critères convenus. Tout du moins, c'est ce que l'on souhaite. Merci beaucoup. Maintenant, une question qui revient souvent. Pourriez-vous clarifier la différence entre l'option 0 et l'option 5? Est-ce que, en fait, ces deux options, 0 et 5, sont identiques? Oui. Pour ce qui est de ces options, l'option 0, c'est le statu quo. C'est la situation actuelle à l'échelle internationale. Il n'y a pas d'accord. Rien n'a été convenu à cet égard. Donc, certains pays peuvent décider d'élaborer des mesures à l'égard d'ISN, d'autres pays ne font rien. C'est l'option 0. Pour ce qui est de l'option 5, en substance, il y a une certaine reconnaissance qu'il n'y a pas de partage d'avantages découlant de l'ISN. Voilà. On mentionne aussi les études à cet égard. Donc, l'option 0
La question n'est pas résolue. Option 5, c'est résolu. Oui, l'option 5 fait partie du statu quo, mais il y a quelque chose qui se rapporte aux négociations. Donc, nous n'avons plus beaucoup de temps. Il y a aussi des questions à l'intention des coprésidents, mais ce sera peut-être plus tard que nous pourrons les aborder. Peut-être une question ici à l'intention de David, l'idée de renforcement des capacités. Il semble que ça relève de l'option 4. Comment cela pourrait-il être combiné à certaines des autres options? Oui, l'option relative au renforcement des capacités, coopération scientifique et technique, c'est comment, grâce à la coopération internationale, peut-on permettre à tous les pays de tirer parti de l'accès à l'ISN par le biais des différentes plateformes. Donc, pour l'instant, en substance, il y a un accès ouvert aux plateformes, mais certains pays sont mieux placés que d'autres pour s'en servir. Donc, voilà, renforcement des capacités pour que tous soient sur un pied d'égalité et en même temps, il pourrait y avoir combinaison avec une autre option, comme c'est déjà le cas. Cela pourrait donc se faire en même temps. C'est peut-être plus important en ce qui concerne la dernière option, où il n'y a pas de lien entre ressources génétiques et ISN provenant des ressources génétiques et le pays qui reçoit l'avantage, mais en fin de compte, ça doit être décidé lors de négociations entre les parties. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous pouvons mettre fin à la période de questions. Nous remercions tous ceux qui nous ont envoyé leurs questions. Nous n'avons pas pu répondre à toutes, mais elles seront prises en compte pour la poursuite des travaux réalisés par le secrétariat à l'égard de l'ISN. Donc, merci beaucoup pour vos commentaires et vos questions. Merci Christina. Je vais donner la parole à quelqu'un d'autre en fait. Donc, pour ce qui est des principales considérations à prendre en compte à l'égard des options qui ont été présentées, je vais donner la parole à M. Taukanjo. Merci. Comme certains l'ont signalé, il y a des considérations générales dont il faut tenir compte à l'égard de ces options. Par exemple, les parties pourraient décider de combiner des options différentes, par exemple fournir le partage d'avantages pécuniaires et non pécuniaires ou contributions volontaires pour compléter le partage obligatoire. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'une solution hybride serait peut-être une façon de répondre aux souhaits de plusieurs parties grâce aux mécanismes déjà en place. Mais il faut qu'il y ait capacité au niveau national. Il faut aussi s'assurer que le régime en place a un rapport coût-bénéfice positif. Le partage bilatéral exige de pouvoir retracer l'ISN vers le pays d'origine ou avoir un marquage dans les bases de données. Autre considération, il doit y avoir conformité de la part des utilisateurs de l'ISN. Cela peut être difficile dans le cas de certaines options. Il faudra modifier peut-être les pratiques des bases de données. Donc, cela relève des propriétaires des
base de données, une approche multilatérale exige une structure de gouvernance. Et au cours des webinaires, nous ne sommes pas penchés sur une structure de gouvernance possible, donc nous invitons les participants à regarder la vidéo qui a été préparée parce que cela vous donnera une idée des critères à cet égard. Nous prenons note que certaines options peuvent avoir un coût de transaction élevé. Les droits d'accès pourraient aussi avoir une incidence sur l'innovation et la recherche. Il faut garder à l'esprit que des obligations différentes sont établies pour les utilisateurs commerciaux et non commerciaux et des questions peuvent se poser lorsqu'il y a changement d'intention tout au long de la valeur chaîne de valeur. Et ce qui est important, c'est le décalage entre production et réception des avantages. Il peut y avoir une certaine incertitude lorsque les avantages sont partagés au moment de la commercialisation. Et comme nous l'avons dit, l'initiative de renforcement des capacités en matière d'APA a élaboré des critères qui peuvent être pris en compte. Il y en a d'autres aussi et nous invitons les parties prenantes à prendre connaissance des vidéos pour se renseigner sur les critères et qui peuvent être très utiles. Finalement, il y a des risques et des possibilités pour chaque option. Cela doit être évalué, donc on pourra savoir quels sont les compromis à faire. Les coprésidents se pencheront sur la façon d'aller de l'avant à cet égard. Et il y a une vidéo qui a été préparée sur l'APA. Merci beaucoup. Maintenant, on vient de vous parler de l'initiative de renforcement des capacités sur l'APA. Il y a une vidéo là-dessus et nous voulons vous faire part des activités qui seront tenues dans le contexte du partenariat Norvège-Afrique du Sud, soutenu par ces pays. Donc, il y a eu un premier dialogue mondial sur les SN à Pretoria. Et pour donner suite à ce webinaire, le dernier de la série, il y aura un deuxième dialogue mondial informel en juin-juillet, mais auparavant, il y a quelques activités. Donc, très bientôt, discussion de panel sur les résultats de ce webinaire des coprésidents sur les CN. Et vous pourrez en discuter et faire connaître vos points de vue. Ensuite, il y aura une série de discussions sur les besoins en matière de renforcement des capacités, propriété intellectuelle, PACL, connaissances traditionnelles, très important aussi, utilisation commerciale reliée à la création et l'utilisation d'ISN. Nous encourageons donc les parties à participer à ces discussions, à consulter vos parties prenantes, lire les résultats des recherches et poursuivre la conversation. Et plus tard, il y aura le deuxième dialogue mondial sur les SN, dialogue informel, un format légèrement différent étant donné les restrictions au voyage. Donc, il y aura une introduction, 3 discussions différentes pour tenir compte du décalage horaire. Ensuite, une plénière mondiale pour discuter des options à l'égard des politiques, les critères pour la prise de décision en matière d'ISN. Les résultats du dialogue seront partagés et
nous souhaitons pouvoir intégrer les résultats à la réunion de l'OEG prévue au mois d'août, sur l'ISN également. Le secrétariat de la CDB est là pour vous soutenir. Donc, si vous organisez des événements, des webinaires, des discussions informelles et tout le reste, veuillez communiquer avec nous. Nous aimerions beaucoup y assister en qualité d'observateur et partager les résultats avec d'autres parties pour que tous puissent en tirer parti. Et nous souhaitons continuer d'être impliqués à ces discussions informelles avec toutes les parties. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous et il faut donc communiquer sans arrêt. Maintenant, je souhaite vous remercier tous de votre attention, de votre présence et je donne maintenant Monsieur Basile Van Raal, coprésident du cadre pour l'après 2020, qui dira quelques mots pour clore la séance. Vous avez la parole, Basile. Merci à tous. Will come together. What we saw today is a comprehensive. Vous avez aujourd'hui, c'est une liste générale des options. Comme l'a dit Toko, il y en a sans doute plus, mais on a couvert les points essentiels et cela donc représentera les dimensions de nos discussions. Certaines sont mutuellement exclusives et d'autres options pourraient être combinées. On devra trouver le bon assemblage. On évaluera les options. On pourra cerner les défis logistiques et autres. Certaines options ne présentent peut-être pas suffisamment de valeur. Certaines présenteront le bon rapport coût-bénéfice, coût-avantage. Il est important toutefois de garder à l'esprit ce qui nous permettra d'avancer du point de vue pratique. Si vous croyez que le status quo va nous faire avancer, je ne crois pas. Permettez-moi d'être clair ici. Il sera important de mettre l'accent sur les options qui sont réalistes. Et la question que j'ai pour vous, c'est à savoir s'il serait mieux de consacrer notre temps et notre énergie sur les options de 1 à 4. Ceci dit, Francis et moi allons travailler avec le secrétariat et le bureau pour trouver les occasions de discussion avant la réunion du groupe de travail numéro 3. Ces discussions mettront l'accent, dis-je, sur ce que je viens de dire. L'évaluation de la valeur du bien fondé et des coûts des différentes options et comment pourrions-nous arriver à présenter une option qui nous ferait avancer. Alors, nous allons vous garder au courant au fait des développements. Le travail que nous avons fait aujourd'hui est dans le cadre de nos webinaires organisés par le secrétariat et dans les autres forums qui ont été parrainés par d'autres. On doit donc se réunir et en préparation de la réunion du groupe à composition non limitée numéro 3. On a dit également que nous parlerons aux intervenants qui soutiennent les webinaires. On veillera à ce que les soumissions qui sont faites soient faites en temps opportun aux parties pour qu'on puisse en tirer parti. Je vous encourage encore une fois à participer à ces processus. Nous avons donc eu une séance très riche. J'ai hâte de prendre connaissance des questions qui ont été posées. N'hésitez pas à nous proposer des voies d'amélioration. On est là pour vous et
nous sommes très ouverts. Je vous remercie de votre participation. Je suis ravie et Francis aurait souhaité être ici et pour partager ce moment avec nous. Je redonne la parole à Charlotte. Merci beaucoup, Basile. C'est la fin du webinaire. Alors, je remercie tous les participants. Merci pour votre temps, votre attention. Il nous tarde de collaborer avec les parties sur ces enjeux dans l'avenir et de continuer la tenue d'événements formels et informels. Alors, sur ce, je vous souhaite bonjour, bonsoir, bon après-midi et à la prochaine.